J'avais 18 ans, j'étais sans domicile fixe et je me tenais sous une pluie glaciale avec toutes mes possessions, entassées dans un simple sac poubelle en plastique bien mince. L'orphelinat m'avait broyé et recraché à la seconde même où l'horloge avait sonné minuit le jour de mon anniversaire. Mon cadeau d'adieu, une enveloppe jaunie contenant l'acte de propriété d'une grotte effondrée et inondée, perdue au milieu de nulle part. Ils ont ri en me la remettant, disant que c'était un héritage tout à fait approprié pour un moins que rien. Mais ce qui se cachait derrière ces tonnes de roches écrasées n'a pas seulement sauvé ma vie. Ça a complètement détruit les puissants qui avaient essayé de m'enterrer. L'odeur de l'eau de Javel et du chou bouilli, c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais vraiment à faire partir de ses vêtements. Elle s'incruste dans vos pattes. Pendant 12 ans, cette odeur a été tout mon univers au foyer pour garçons Saint-Jude. Je m'appelle Arthur Pendleton. Je ne savais pas grand-chose de mes parents, seulement qu'ils étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans, me laissant à la froide étreinte du système d'aide sociale à l'enfance. J'ai passé ma vie à faire profil bas, à éviter les brutes plus âgées et à compter les jours jusqu'à mon 18e anniversaire. Je pensais que la liberté aurait la saveur du soleil. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression qu'on me claquait la porte au nez. Il était exactement minuit et 1 minute, un mardi maussade de novembre, lorsque Madame Béatrice Gable, la directrice de l'établissement, est frappée à la porte de mon dortoir. Madame Gable était une femme tout en angle aigu et en amertume. Elle ne m'a pas offert de gâteau. Elle ne m'a pas tendu la main. Elle m'a remis un sac poubelle noir de 115 litres. « Fais tes valises, Pendleton », a-t-elle dit d'une voix dépourvue de toute chaleur. Le financement de l'État a officiellement pris fin il y a 1 minute. Tu es un homme maintenant. Tu ne peux pas occuper un lit destiné à un enfant. Il fait un froid de canard dehors, Madame Gable, ai-je supplié, frissonnant dans mon pyjama fin. Je peux juste dormir par terre jusqu'au matin, juste jusqu'à ce que le soleil se lève. Les règles sont les règles, Arthur, a-t-elle répondu en tapotant son bloc-notes avec un ongle manucuré. Cependant, un homme a déposé ça pour toi hier. Il a dit que c'était une affaire juridique concernant ta famille. Elle a jeté une épaisse enveloppe en papier craft sur mon matelas dénudé. Elle a atterri avec un bruit sourd, lourd et poussiéreux. Je l'ai fixé du regard. La famille? Je n'avais pas entendu ce mot depuis plus d'une décennie. Je me suis dépêché de jeter mes 3 t-shirts, mes 2 jeans et une paire de baskets usées dans le sac poubelle. Les mains tremblantes, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre sur du papier à en-tête épais provenant du cabinet d'avocats de Theodore Higgins USQ, me demandant de me présenter immédiatement au sujet de la succession de Silas Pendleton. « Qui est Silas Pendleton ?» demandai-je en levant les yeux. Madame Gable esquissa un sourire narquois, une expression cruelle aux lèvres pincées. « Ton grand-père, le fou du village. Il est mort il y a quelques mois dans un établissement public. Il semble qu'il t'ait laissé son empire. » Elle laissa échapper un rire sec et rauque. « Ne te fais pas trop d'illusions, mon garçon. Je suis maintenant dehors. 10 minutes plus tard, je me tenais sur le trottoir sous une pluie glaciale. Les lourdes grilles en fer de Saint-Jude se refermèrent derrière moi. Je n'avais pas un sou en poche, nulle part où aller, et un rendez-vous avec un avocat à 9 heures. Je passais les 8 heures suivantes recroquevillé dans une laverie ouverte 24 heures sur 24, à siroter une tasse d'eau tiède abandonnée, les yeux rivés sur l'entête de la lettre, et en priant pour que mon grand-père m'ait laissé assez d'argent pour au moins m'acheter un repas chaud. Le cabinet de Theodore Higgins était coincé entre un sex shop en déclin et un snack bar délabré. L'avocat lui-même était un homme en sueur et désorganisé, vêtu d'un costume bon marché et froissé. Son bureau était un véritable champ de bataille, jonché de piles de papier vertigineuses et de tasses de café à moitié vides. « Ah, Arthur !» haleta Higgins en s'essuyant le front, avec un mouchoir tandis que je me tenais, trempé, sur le seuil de sa porte. « Asseyez-vous. Essayez de ne pas mouiller le revêtement. » Je m'assis sur le bord d'un fauteuil en cuir qui avait connu des jours meilleurs. « Monsieur Higgins, la lettre mentionnait une succession. Mon grand-père m'a-t-il laissé de l'argent? » J'étais désespéré. J'avais des crampes d'estomac à cause de la faim. Higgins poussa un profond soupir, évitant mon regard. Il sortit un acte de propriété jauni et taché d'eau du chaos de son bureau. « Arthur, je dois tempérer vos attentes. Votre grand-père Silas n'était pas un homme riche. En fait, il devait pas mal d'arriérés d'impôts au comté. Il était, disons, un peu excentrique, paranoïaque. Il croyait que le gouvernement et les grandes entreprises voulaient lui voler le fruit de son travail, donc il n'y a pas d'argent. Mon cœur s'est serré. « Pas un sou, » confirma Higgins doucement. « Ce qu'il t'a laissé, cependant, c'est un terrain. 3 acres sur Blackwood Ridge.
Une lueur d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Un terrain? Je possède un terrain. Je pourrais le vendre. Higgins grimaça. Tu pourrais essayer, mais tu dois comprendre ce qu'est ce terrain. C'est essentiellement une falaise abrupte, inconstructible, sans accès à l'eau ni à l'électricité du comté. Et la seule caractéristique notable de la propriété est la grotte de Hollow Creek. Une grotte effondrée, corrigea Higgins. Il y a eu un énorme éboulement en 1988. L'entrée a été complètement scellée sous des milliers de tonnes de calcaire. C'est un tas de gravats sans valeur, Arthur. Le comté estime la valeur totale de la propriété à pratiquement zéro. L'étincelle d'espoir s'éteignit, remplacée par une vague suffocante de désespoir. C'était une blague cruelle. J'étais sans abri, affamé et désormais l'heureux propriétaire d'un tas de cailloux. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Un homme entra et l'atmosphère de la pièce changea du tout au tout. Il portait un costume anthracite sur mesure, une Rolex argentée étincelante et un sourire arrogant qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Theodore », dit l'homme d'un ton suave, m'ignorant complètement, « dis-moi que le garçon est là pour signer les papiers. » Higgins jeta un regard nerveux entre nous. « Arthur, voici Richard Sterling. C'est un promoteur immobilier de la ville. » Sterling me regarda enfin, ses yeux balayant mes vêtements mouillés achetés d'occasion et mon sac poubelle contenant toutes mes affaires, la lèvre retroussée dans un léger dégoût. « Écoute, gamin, tu es dans une situation difficile. Je sais que tu as dépassé l'âge limite pour rester à Saint-Jude hier soir. Je sais que tu n'as rien. Ce tas de cailloux inutiles que ton grand-père fou t'a laissé est un fardeau. Tu dois des arriérés d'impôts dessus à partir de demain. » Je m'agrippais aux accoudoirs de la chaise. « Qu'est-ce que tu veux? » « Je construis un complexe de golf de luxe de l'autre côté de Blackwood Ridge, dit Sterling d'un ton suave. J'ai besoin de gravier bon marché pour les fondations des routes d'accès. Je vais te débarrasser de cette colline inutile, faire sauter les rochers à la dynamite et te sauver du fardeau fiscal. J'ai apporté un chèque de 500 $. Encaisse-le tout de suite. Va t'acheter un repas chaud et un billet de bus pour quitter cette ville. Il a posé un chèque certifié tout neuf sur le bureau, 500 $. Pour moi, à ce moment précis, ça ressemblait à 1 million de dollars. C'était de quoi manger, une chambre de motel, une chance de respirer. Je tendis la main vers le stylo que Higgins m'offrait, mais alors que mes doigts effleuraient le plastique, je m'arrêtais. Je regardais l'acte de propriété. Silas Pendleton, le grand-père que je n'avais jamais connu, l'homme que tout le monde traitait de fou. Si ce terrain valait si peu, pourquoi un promoteur millionnaire me traquait-il dans le bureau miteux d'un avocat moins de 10 heures après que j'eus été expulsé de l'orphelinat? Pourquoi Sterling semblait-il si impatient, si pressé d'obtenir ma signature? Un instinct aiguisé par des années passées à survivre dans le système d'accueil me criait « Quand quelqu'un de plus puissant et de plus riche que toi veut quelque chose que tu possèdes, ce n'est jamais pour te rendre service. » Je retirai ma main. « Non, dis-je, la voix tremblante mais ferme. » Le sourire arrogant de Sterling s'évanouit instantanément, remplacé par un regard de rage pure et venimeuse. « Pardon? Je ne vends pas, » ai-je dit en attrapant l'acte de propriété et en le fourrant dans ma poche. « C'est la terre de mon grand-père. C'est la mienne, je veux la voir. »« Petite idiote, » a craché Sterling en s'avançant vers moi. « Tu vas mourir de faim là-bas. Demain, tu me supplieras de te l'acheter et le prix baissera à 100 $. Je n'ai pas répondu. J'ai attrapé mon sac poubelle, je l'ai bousculé et je suis sorti sous la pluie. Je me rendais à Blackwood Ridge. Blackwood Ridge se trouvait à 13 kilomètres de la ville. J'ai fait tout le trajet à pied. La pluie n'avait pas cessé. Elle s'était même intensifiée pour devenir un déluge torrentiel, transformant les accotements de l'autoroute en fosses de boue glissantes et traîtresses. Les voitures me dépassaient à toute vitesse, projetant de l'eau grise glacée sur mon jean. Quand j'ai atteint le chemin de service en terre battue menant à ma propriété nouvellement héritée, mes bottes étaient gorgées d'eau, mes dents claquaient de manière incontrôlable, et je ne tenais plus que grâce à l'adrénaline et à la rancœur. La montée vers la crête était une torture. Le terrain était incroyablement escarpé, envahi de ronces épineuses et de pins tombés en décomposition. Higgins avait raison. Ce n'était pas un terrain sur lequel on pouvait construire une maison. C'était un bout de nature sauvage, agressif et hostile. Il m'a fallu 3 heures pour trouver les coordonnées indiquées sur la carte du comté. Quand j'ai enfin percé la lisière de la forêt, je me suis arrêté net, le souffle coupé. Elle était là, la grotte de Hollow Creek, ou plutôt l'endroit où se trouvait autrefois la grotte. Devant moi s'élevait un mur massif et imposant de rochers de calcaire gris et déchiquetés, certains de la taille de monospace. On aurait dit que la moitié de la montagne s'était effondrée
et avait dévalé la vallée, ensevelissant complètement l'ouverture qui s'y trouvait autrefois. Des lianes épaisses et épineuses rampaient sur les rochers, donnant à l'endroit l'aspect d'une tombe ancienne et oubliée. Je laissais tomber mon sac poubelle dans la boue. Je m'avançais vers l'imposant mur de roche et posais mes mains gelées contre la pierre humide. Elle était solide, inébranlable. La réalité de ma situation me frappa de plein fouet, plus fort encore que la pluie. J'avais refusé 5 $ pour ça. Sterling avait raison. J'étais un imbécile, un idiot fini. J'avais laissé ma fierté et ma paranoïa m'aveugler. J'avais troqué un lit douillet et un repas chaud contre un tas de gravats sous lequel je ne pouvais même pas m'abriter. « Grand-père », murmurai-je dans le vent hurlant, les larmes se mêlant à la pluie sur mon visage. « À quoi pensais-tu? Pourquoi m'as-tu laissé ça? » Hurlai-je de frustration en donnant un coup d'épée dans un caillou, le regrettant aussitôt alors qu'une douleur fulgurante traversait mon orteil gelé. L'épuisement finit par m'emporter. Je tremblais violemment, les premiers signes d'hypothermie s'installant. Le soleil se couchait et la température baissait rapidement. J'avais besoin d'un abri immédiatement, sinon je n'allais pas survivre à la nuit. Frénétiquement, j'ai fouillé le périmètre de l'éboulement. Tout à gauche, là où l'avalanche de rochers rencontrait la paroi abrupte de la montagne, j'ai repéré un léger surplomb. Ce n'était pas grand-chose, juste une légère indentation dans la paroi rocheuse, fortement protégée par un rideau de lierre mort et épais, mais la terre en dessous semblait relativement sèche. J'ai traîné mon sac jusqu'à cet endroit, j'ai ramené mes genoux contre ma poitrine et j'ai appuyé mon dos contre la pierre froide, essayant de conserver le peu de chaleur corporelle qui me restait. La tempête faisait rage, le tonnerre secouant le sol même sous mes pieds. Vers 2 heures du matin, le désastre s'est produit. La pluie torrentielle avait saturé la terre au-dessus de l'avant-toit. Je me suis réveillé au son d'un grondement profond et terrifiant. On aurait dit qu'un train de marchandises traversait la montagne. Le sol vibrait violemment. Une coulée de boue. Je me suis précipité sur mes pieds, paniqué dans l'obscurité totale. J'ai essayé de m'enfuir de sous l'avant-toit, mais mon pied s'est pris dans une liane épaisse. Je suis tombé en arrière, m'écrasant violemment contre la paroi rocheuse derrière moi. Sauf que la paroi a cédé. Au lieu de heurter du calcaire solide, j'ai dégringolé à travers une couche dense et pourrie de lianes et de schistes friables. J'ai dévalé tête la première, glissant le long d'un couloir escarpé, glissant et plongé dans l'obscurité. De la boue et des débris pleuvaient sur moi tandis que je plongeais de plus en plus profondément, hurlant jusqu'à ce que mes poumons brûlent. J'ai heurté le fond dans un bruit sourd qui m'a secoué jusqu'aux os. Le choc m'a complètement coupé le souffle. Je suis resté allongé là, dans une obscurité absolue et suffocante, haletant pour reprendre mon souffle, attendant que la montagne m'écrase. Mais le grondement s'est arrêté. Le bruit de la pluie était soudainement étouffé, lointain. À mesure que ma respiration ralentissait, mes sens ont commencé à s'adapter. J'ai réalisé que je n'étais plus mouillé. L'air autour de moi était sec comme de la pierre, frais et parfaitement immobile. Je passais mes mains sur le sol. Ce n'était ni de la terre ni de la boue. C'était du béton lisse et coulé. Et l'odeur, ce n'était pas celle d'une grotte naturelle humide. L'air était légèrement imprégné du parfum caractéristique de la toile usée, du cuir vieilli et de l'huile de moteur. Mes mains tremblaient tandis que je fouillais dans ma poche trempée et en sortais le briquet en plastique bon marché que j'utilisais pour sceller les fils effilochés de mes vêtements. J'ai claqué la pierre 1 fois, 2 fois. À la 3e tentative, une minuscule flamme jaune s'est allumée, repoussant l'obscurité totale. J'ai brandi le briquet, éclairant l'espace autour de moi. Je suis resté bouche bée et le briquet a failli m'échapper des doigts. Ce n'était pas une grotte naturelle effondrée. J'étais tombé à travers un puits de ventilation secondaire dans une immense chambre souterraine renforcée, et alors que la lumière vacillante se reflétait sur le chrome poli et les lettres d'un blanc éclatant de dizaines de classeurs métalliques, je compris que mon grand-père, ce fou, ne m'avait pas laissé un tas de pierres sans valeur. Il m'avait laissé une forteresse. La flamme de mon briquet en plastique bon marché projetait de longues ombres dansantes sur les murs de béton incurvés. L'air ici était épais, empreint d'un silence si absolu qu'il me faisait bourdonner les oreilles. Je n'étais plus dans une grotte. Je me tenais à l'intérieur d'un bunker souterrain fortement renforcé datant de la guerre froide. Je fis un pas timide en avant, mes bottes gorgées d'eau grinçant contre le sol lisse. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, la faible lueur jaune fit briller un lourd cylindre métallique posé sur un établi tout proche. Je m'y traînais,
mes doigts gelés s'enroulant autour de l'aluminium froid et striés d'une lampe torche Magette ultra résistante. J'appuyais sur le bouton en caoutchouc. Miraculeusement, un faisceau de lumière blanche, brillant et perçant, transperça l'obscurité. L'ampleur réelle du secret de mon grand-père me frappa comme un coup physique. La salle avait à peu près la taille d'un gymnase de lycée. Les murs étaient bordés d'étagères en acier massif, ployantes sous le poids de centaines de bacs de rangement en plastique scellé, de rations militaires, MRE, provenant de surplus et de caisses d'eau en bouteille. Mais ce n'était pas seulement la réserve d'un survivaliste. Au centre de la pièce se trouvaient deux objets massifs recouverts de bâches en toile épaisse et poussiéreuse. Tout à droite, un générateur diesel industriel Caterpillar vrombissait faiblement, dégageant une odeur de graisse rance et de puissance en sommeil. Je me suis approché du générateur. Des instructions étaient collées sur le panneau de commande d'une écriture soignée et carrée. Silus, mes mains tremblaient tandis que je suivais ces instructions, amorçais la conduite de carburant, tournais la lourde clé en laiton et tirais sur le levier de démarrage. Pendant une seconde terrifiante, rien ne se passa. Puis le moteur toussa, crachota et rugit en s'animant avec un grondement mécanique assourdissant. Les lampes fluorescentes de l'atelier, fixées au plafond renforcé, clignotèrent violemment avant de s'allumer en un éclat blanc aveuglant et constant. Je me protégeais les yeux et lorsque je baissais la main, le souffle me coupa. Je me dirigeais vers la première bâche au centre de la pièce et la tirais. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air, révélant la peinture rouge cerise étincelante et le chrome poli d'une Shelby GT 500 de 1967 en parfait état. On aurait dit qu'elle venait de sortir de la chaîne de montage la veille. Même pour un gamin de 18 ans qui n'avait jamais possédé de vélo, je savais que j'avais devant moi une machine valant des centaines de milliers de dollars. J'ai tiré sur la deuxième bâche. En dessous se trouvaient 6 lourds offres militaires de couleur vert olive. Le cadenas du premier était ouvert. Je l'ai ouvert et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a fait fléchir les genoux. Il était rempli à ras-bord d'argent étincelant, de rangées soigneusement empilées de lingots d'argent Johnson Madison. Le coffre suivant contenait des piles de pièces d'or Krugerrand et des liasses de billets de 1990 $ parfaitement conservés dans des sacs sous vide. « Grand-père », murmurai-je, le mot résonnant dans cet espace caverneux. « Tu étais riche. Mais pourquoi? Pourquoi le cacher? Pourquoi laisser le monde et moi-même croire qu'il était un fou sans le sous-mort dans un asile public? » La réponse se trouvait posée sur un solide bureau en chêne dans un coin de la pièce. À côté d'une vieille machine à écrire Underwood se trouvait un épais registre relié en cuir. Sur le registre reposait une enveloppe blanche scellée. Sur le devant, écrit de cette même écriture carrée, figurait mon nom, Arthur. Je l'ai déchiré. La lettre à l'intérieur datait d'exactement 10 ans. « Arthur, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Tu as eu 18 ans et tu as eu l'obstination de garder cette terre. Je suis désolé pour la vie que tu as dû mener. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour t'élever, mais si je t'avais recueilli, ils t'auraient tué. Tout comme ils ont tué tes parents. La ville pense que je suis fou. C'était mon armure. Ça les a empêchés de regarder de trop près cette montagne. Pendant 20 ans, j'ai été ingénieur chimiste en chef chez Vanguard Industries, propriété du père de Richard Sterling, Thomas. Nous fabriquions des solvants industriels. En 1985, j'ai découvert que Vanguard déversait illégalement des milliers de litres de benzène et de trichloroéthylène toxiques directement dans l'aquifère souterrain du comté pour éviter les coûts d'élimination. Cette eau alimentait la partie est de la ville, celle où vivaient tes parents, celle où le pic de cas de cancer a été enregistré à la fin des années 90. Tes parents ne sont pas morts dans un accident de voiture fortuit, Arthur. Elle menait un recours collectif. On leur a saboté les freins. J'ai volé les registres de déversement originaux, les noces de service interne et les études géologiques. La preuve se trouve dans le registre sur ce bureau. J'ai liquidé mes actifs, acheté ce bunker militaire désaffecté et déclenché un éboulement à la dynamite pour sceller l'entrée. Sterling recherche ses preuves depuis des décennies. Si Richard Sterling essaie de t'acheter ce terrain, c'est qu'il sait que les preuves sont toujours là et qu'il veut les enterrer définitivement sous les fondations d'un complexe touristique en béton. La richesse qui se trouve dans cette pièce t'appartient. La voiture, l'argent, l'or, mais le registre est ton âme. Venge tes parents, Arthur. Réduis l'empire Sterling en cendres. Je t'aime, grand-père. Une larme solitaire coula de mon menton et éclaboussa la page jaunie que je tenais entre mes mains, faisant couler l'encre en une tache informe.
Je ne pris pas la peine de l'essuyer. La douleur qui habitait ma poitrine depuis aussi longtemps que je me souvienne. Le vide, cet espace vide où ma famille était censée exister, s'effondra sur lui-même et s'enflamma en quelque chose de complètement différent. De la rage, non pas brûlante et sauvage, mais dense et suffocante, comme du fer en fusion déversé directement dans mes poumons. Le visage de Richard Sterling me brûlait derrière les yeux. Ce sourire lisse, la Rolex qui brillait avec suffisance à son poignet, la façon dont il m'avait lancé un chèque de 500 $ comme s'il donnait un pourboire à un voiturier. Tout cela reposait sur une vérité si ignoble qu'elle me faisait trembler les mains. Sa fortune avait été bâtie sur le sol empoisonné où mes parents avaient été enterrés. Pas au sens figuré, mais littéralement. Ils ne m'avaient pas simplement abandonné. Ils m'avaient effacé. Et ce faisant, ils avaient commis une erreur catastrophique. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Il était impossible de dormir alors que mon sang semblait électrifié, alors que chaque terminaison nerveuse vibrait d'un but précis. Le bunker me semblait plus petit à présent, non pas comme un tombeau, mais comme le centre de commandement d'une guerre que je n'avais jamais demandé à mener, mais que j'étais soudain prêt à gagner. Je parcourais les pièces méthodiquement, m'efforçant de ralentir, d'absorber tout ce que mon grand-père avait laissé derrière lui. Ces archives étaient d'une minutie obsessionnelle, l'œuvre d'un homme qui savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir la justice triompher, mais qui refusait de laisser la vérité mourir avec lui. Le registre était au cœur de tout cela. Page après page de documentation froide et précise, dates, coordonnées GPS, composition chimique, manifeste d'expédition. Chaque site de déversement illégal cartographié et référencé. Chaque autorisation signée d'une encre reconnaissable entre toutes par Thomas et Richard Sterling. Ce n'était pas de la spéculation. Ce n'était pas une conspiration. C'était des preuves. À l'aube, l'adrénaline s'était transformée en lucidité. Je regardais ma montre. 7 heures. Le plan s'était formé non pas comme un éclair d'inspiration, mais comme une fatalité. À le voir, la police locale relevait du suicide. Sterling possédait Oak Creek en tout sauf en nom. Le maire assistait à ses dîners de charité. Le shérif jouait au golf sur son parcours privé. Même Higgins, cet avocat pleurnichard, n'avait été rien de plus qu'un gardien à la solde de Sterling. Si j'allais en ville avec ce registre, je n'arriverais pas jusqu'à l'heure du déjeuner. J'avais besoin de distance. J'avais besoin de visibilité. Et surtout, j'avais besoin d'un moyen de pression que Sterling ne pourrait pas faire disparaître. J'ai trouvé un sac de voyage Filson en toile épaisse dans un placard de rangement, encore raide avec le temps. Je l'ai rempli avec soin, sans me presser, traitant chaque objet comme une pièce d'artillerie. Le registre est entré en premier, scellé dans du plastique, puis la lettre de mon grand-père. 3 des 100 lingots d'argent. Assez de poids pour me rappeler que tout cela était bien réel. Enfin, une liasse de billets de 100 $ sous vide. 10 000 $ exactement, de l'oxygène d'urgence. Le problème suivant était de m'échapper. Les portes anti-explosion principales étaient inutilisables et ensevelies à jamais sous l'éboulement de 1988. Je suis revenu sur mes pas jusqu'à la goulotte de ventilation effondrée, la même cicatrice verticale dans laquelle j'étais tombé quelques heures plus tôt. Dans le stock de matériel d'entretien, j'ai trouvé un pied de biche en acier et une bobine de corde d'escalade, effilochée, mais intacte. J'ai calé le pied de biche dans une fissure étroite, j'ai attaché la corde et j'ai testé l'ancrage à 2 reprises. L'ascension était brutale. La boue recouvrait les parois. Mes bras hurlaient de douleur. Le sac de voyage traînait comme une ancre, menaçant de me tirer en arrière dans l'obscurité. Plus d'une fois, mes bottes ont glissé et mon cœur s'est serré dans ma gorge. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Chaque centimètre vers le haut me donnait l'impression de me frayer un chemin hors de la tombe qu'ils avaient creusée pour moi. Quand j'ai enfin percé la surface, je me suis effondré sur des aiguilles de pin humides, haletant. La tempête était passée. La lumière du soleil se déversait à travers les arbres en un faisceau doré aveuglant. J'étais trempé, sale, tremblant d'épuisement et de froid, et plus vivant que je ne l'avais jamais été. Je ne suis pas retourné vers la ville. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le nord, plus profondément dans les bois, guidé par mon instinct et une détermination obstinée. 6 miles plus tard, j'ai franchi la limite du comté et atteint l'autoroute 89. Un camionneur de longue distance transportant du bois m'a pris sans poser de questions. Je lui ai dit que ma voiture était tombée en panne. Il n'a pas insisté. 2 heures plus tard, il m'a déposé au cœur de la capitale de l'État. Des tours de verre, le bruit de la circulation, l'anonymat,
à 160 km de la portée de Sterling. Je me suis avancé sur le trottoir, le sac de voyage lourd sur mon épaule, la vérité encore plus lourde. Ils avaient essayé de m'enterrer. Au lieu de cela, ils m'avaient armé. Et maintenant, l'heure des comptes avait enfin sonné. Ma première étape fut un magasin de porno haut de gamme à la lisière du quartier financier. Le courtier, un homme sceptique vêtu d'un gilet sur mesure, haussa les sourcils à la vue d'un gamin couvert de boue, traînant un lourd sac en toile. « Je dois me débarrasser de ça », dis-je en ouvrant le sac et en jetant sur le comptoir en verre un lourd lingot d'argent Johnson Matthey de 111, terni par le temps. Ses yeux s'écarquillèrent. Il l'examina, le pesa, et 20 minutes plus tard, je ressortis avec 2400 $ en billets neufs. Avec les vieux billets du bunker, j'avais un trésor de guerre. Ensuite, j'ai trouvé un motel bon marché, j'ai payé 3 nuits en espèces, et j'ai passé 1 heure sous une douche brûlante, regardant 12 ans de crasse de l'orphelinat et de boue de Blackwood Ridge s'écouler dans les égouts. J'ai jeté mes vêtements ruinés et trempés à la poubelle. Je me suis rendu à pied dans un grand magasin voisin, et j'ai acheté un jean moulant foncé, une chemise blanche impeccable boutonnée, une veste bleu marine foncée et une solide paire de bottes en cuir. Je suis allé chez un coiffeur et j'ai fait couper mes cheveux hirsutes et négligés, courts et nets. Quand je me suis regardé dans le miroir, l'orphelin effrayé et sans abri de Saint-Jude avait disparu. Celui qui me regardait en retour était le petit-fils de Silas Pendleton. J'ai acheté un téléphone Motorola prépayé dans une soupérette et je me suis assis sur le bord du lit de ma chambre de motel. J'ai ouvert les pages jaunes et je suis allé à la section juridique. Je ne cherchais pas un chasseur d'ambulance de petite ville. Je cherchais des prédateurs de haut vol. Mon doigt s'est arrêté sur une pleine page de publicité. Vanguard et Hayes, contentieux environnemental et d'entreprise. J'ai composé le numéro. Une réceptionniste au ton raffiné a répondu. Vanguard et Hayes, comment puis-je vous mettre en relation? Je dois parler à un associé principal, ai-je dit d'une voix ferme. De préférence quelqu'un qui s'occupe de malversation d'entreprise. Je suis désolé, monsieur. Nos associés ne reçoivent que ce rendez-vous. De quoi s'agit-il? Dites-leur que cela concerne Vanguard Industries, la famille Sterling et 40 000 gallons de déchets toxiques non déclarés dans une nappe phréatique municipale, ai-je répondu froidement. Dites-leur que j'ai les manifestes originaux signés et que s'ils ne me passent pas un associé au téléphone dans les 30 secondes, j'appelle le New York Times. Le silence s'installa au bout du fil. J'entendis un clic, puis une musique d'attente qui dura exactement 12 secondes. Lorsque la ligne fut rétablie, ce n'était plus la réceptionniste. C'était une voix de femme, tranchante, autoritaire et totalement dépourvue de patience. « Je suis Catherine Cole, associée principale en contentieux, dit-elle. Je te déconseille fortement de proférer des menaces sans fondement contre de puissantes entreprises sur des lignes enregistrées. Petit. Qui es-tu? Je m'appelle Arthur Pendleton, répondis-je, et j'ai le Sterling Ledger. Je veux t'engager. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Où êtes-vous, monsieur Pendleton? Tout prêt, répondis-je. Êtes-vous prêt à ruiner un milliardaire? Le cabinet d'avocats Vanguard et Hayes n'appartenait pas au monde dont je venais de m'échapper. Il occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel de verre monolithique et scintillant, situé en plein cœur du quartier financier de la capitale. Alors que je franchissais les portes tournantes, le bruit chaotique de la rue fut instantanément étouffé, remplacé par le bourdonnement feutré et intimidant de la richesse extrême. Le hall d'entrée était une vaste étendue de marbre italien poli et d'acier brossé. Je vis mon reflet dans une vitre sombre, le jean ajusté foncé, la chemise blanche impeccablement repassée, la veste bleu marine sur mesure. C'était un déguisement. Je me sentais toujours comme le gamin transi de froid et affamé du foyer pour garçon Saint-Jude. Mes jointures étaient blanches, là où ma main agrippait les poignées du sac de voyage en toile Filson. À l'intérieur de ce sac se trouvait l'héritage explosif d'un homme que tout le monde prenait pour un fou. Je pris une profonde inspiration, redressai les épaules et me dirigeai vers le vaste comptoir d'accueil en demi-cercle. Les agents de sécurité suivaient chacun de mes mouvements. La réceptionniste, une femme aux cheveux parfaitement coiffés et portant un casque d'écoute, leva les yeux avec un sourire creux et rodé. « J'ai rendez-vous, dis-je d'une voix étonnamment ferme. Arthur Pendleton, je suis venu voir Catherine Cole. » La réceptionniste tapa quelque chose sur un terminal, ses ongles manucurés cliquetant bruyamment. « Ah oui, monsieur Pendleton. Veuillez prendre l'ascenseur privé sur votre gauche jusqu'au 52e étage. Un assistant juridique vous y attendra. » Le trajet en ascenseur me noua l'estomac.
nous propulsant silencieusement 50 étages plus haut en quelques secondes. Lorsque les portes s'ouvrirent, je fus conduit dans une immense salle de conférence d'angle, offrant une vue panoramique vertigineuse sur les toits de la ville. Les murs étaient lambrissés d'un riche acajou foncé, ornés de lourds ouvrages juridiques et de diplômes encadrés de Harvard, Yale et Stanford. Au centre de la pièce trônait une imposante table de conférence en verre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Les lourdes portes doubles se sont ouvertes et Catherine Cole est entrée. C'était une force de la nature, dégageant une aura d'autorité absolue. La quarantaine bien avancée, vêtue d'un tailleur anthracite impeccablement coupé, elle avait des yeux bleus perçants qui évaluaient et classaient tout ce sur quoi il se posait. Elle n'avait pas l'air d'une avocate. Elle ressemblait à un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire dans une salle de réunion. Juste derrière elle se trouvait un homme robuste aux larges épaules, avec une barbe soigneusement taillée, portant une épaisse mallette en cuir. « Monsieur Pendleton », dit Catherine, sans me tendre la main. Elle prit place à la tête de la table en verre, faisant signe à l'homme à côté d'elle de s'asseoir. « Je suis Catherine Cole. Voici Fiona Harrison, notre consultante en chef pour l'environnement et ancienne enquêtrice principale à l'EPA. Vous avez passé un appel téléphonique pour le moins dramatique ce matin. » Je pensais chaque mot de ce que j'ai dit, ai-je répondu en restant debout. Catherine se cala dans son fauteuil, croisant les bras. Son regard était incroyablement pesant. « Soyons francs, Arthur. Je facture 8 cents de l'heure. J'ai accepté ce rendez-vous parce que vous avez invoqué le nom d'un promoteur immobilier milliardaire et prétendu avoir la preuve d'un empoisonnement de l'eau municipale. En général, quand des gens débarquent dans ce bureau avec des allégations de ce genre, soit ils sont complètement délirants, soit ils cherchent à ce que je les aide à extorquer un règlement. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Alors, avant que j'appelle la sécurité, dites-moi exactement ce que vous pensez avoir. » Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas essayé de la convaincre avec des mots. J'ai simplement posé le lourd sac de voyage en toile sur la table en verre immaculé. Le bruit sourd a résonné dans la pièce silencieuse. J'ai ouvert la lourde fermeture éclair en laiton. J'ai d'abord plongé la main à l'intérieur pour en retirer un des lourds lingots d'argent ternis que j'ai posé sur la table. Ensuite, j'ai sorti le paquet sous vide contenant des billets immaculés datant d'avant 1990. Enfin, j'ai plongé les deux mains à l'intérieur et j'ai soigneusement retiré le gros registre relié en cuir de mon grand-père. Je l'ai placé parfaitement au centre de la table. Fiona Harrison s'est immédiatement penchée en avant, l'ennui cynique disparaissant de son visage. Il a pris le lourd lingot d'argent, le retournant entre ses mains. « Johnson Matthew », a murmuré Fiona, le front plissé. « C'est un billet de St. Paul Vintage. Il n'est plus en circulation depuis des décennies. Et ces billets, a-t-il dit en tapotant l'emballage plastique de l'argent, ce sont des billets non mis en circulation datant du milieu des années 80. Gamin, où diable as-tu trouvé ça? Mon grand-père, répondis-je en prenant enfin place en face d'eux. Il s'appelait Silas Pendleton. Il a été ingénieur chimiste en chef chez Vanguard Industries de 1968 à 1988. Le regard de Catherine passa rapidement de l'argent à mon visage. Son attitude changea instantanément. Le scepticisme arrogant s'évapora, remplacé par la concentration aiguë et terrifiante d'une avocate chevronnée, sentant le sang dans l'eau. Elle tendit la main, tira le registre vers elle et ouvrit la lourde couverture. Pendant les 45 minutes qui suivirent, les seuls sons dans cette immense pièce furent le tic-tac d'une horloge comtoise, le bruissement des pages jaunies et les halètements occasionnels de Fiona Harrison qui lisait par-dessus l'épaule de Catherine. « Mon Dieu », murmura Fiona, son doigt traçant un diagramme chimique complexe sur l'une des pages. « Catherine, regarde ça. Ce ne sont pas de simples notes. Ce sont les manifestes de transport originaux. Il a les coordonnées géologiques exactes des sites de déversement illégaux. Il a cartographié le substrat rocheux. « Explique-moi ça », ordonna Catherine, sans quitter la page des yeux. Fiona leva les yeux, le visage pâle. Vanguard Industries fabriquait des solvants industriels. L'élimination des sous-produits toxiques, en particulier le benzène et le trichloroéthylène, est incroyablement coûteuse. Elle nécessite une incinération spécialisée ou une injection en puite profonde sur des sites réglementés par le gouvernement fédéral. D'après le registre de Silus, Thomas Sterling a contourné toutes ces procédures. Il a ordonné à ses camions de déverser des dizaines de milliers de litres de déchets chimiques bruts directement dans une carrière de calcaire désaffectée à la périphérie de la ville, le site de Blackwood Ridge, ai-je ajouté. Fiona acquiesça d'un air sombre. Exactement. Mais le substrat rocheux y est poreux.
C'est un paysage artificiel. Les produits chimiques ne sont pas simplement restés dans la terre. Ils se sont infiltrés à travers le calcaire et directement dans l'aquifère souterrain principal. L'aquifère qui alimentait tout le côté est de la municipalité. Le cluster de cancer, dit Catherine doucement, en levant les yeux vers moi. Oui, dis-je en sentant cette oppression familière et suffocante dans ma poitrine. Il a atteint son pic à la fin des années 90. Il a tué des centaines de personnes. Il a tué mes parents. Il menait un recours collectif contre Vanguard lorsque leur voiture a mystérieusement perdu ses freins sur une route de montagne. Catherine ferma le registre. Elle retira ses lunettes de lecture et se frotta l'arête du nez. Lorsqu'elle me regarda, son expression changea radicalement. C'était un regard de fureur froide et calculée. « Arthur, ce que tu m'as apporté, c'est une bombe nucléaire, dit-elle d'une voix dangereusement calme. Cela va bien au-delà de la négligence d'entreprise. C'est un complot criminel, du terrorisme environnemental et, très franchement, un homicide de masse. Les dommages-intérêts du recours collectif suffiraient à eux seuls à démanteler complètement Vanguard Industries et à liquider le Sterling Family Trust. Je ne veux pas seulement leur argent, dis-je en agrippant le bord de la table en verre. Richard Sterling m'a retrouvé 12 heures après que j'ai atteint l'âge limite pour rester à l'orphelinat. Il m'a offert 500 $ pour le terrain où ce bunker était caché. Il veut le recouvrir d'un complexe de golf de luxe pour sceller définitivement le sol et détruire les preuves. Je veux qu'on lui passe les menottes. Je veux qu'il perde sa liberté, tout comme il a pris l'avenir de ma famille. La pièce retomba dans le silence. Catherine et Fiona échangèrent un regard lourd et inquiet. Il y a une complication majeure, prévint Catherine en tapotant le verre avec son stylo en or. Le système judiciaire est une machine, Arthur, et il fonctionne strictement selon des règles, pas seulement selon la justice. Le déversement initial a eu lieu il y a plus de 30 ans. Le délai de prescription pour la grande majorité de ces crimes environnementaux et de ces fraudes d'entreprise a expiré depuis longtemps. Mais la preuve est cela, rétorquai-je en désignant le registre. La preuve d'un crime passé. Oui, dit Fiona doucement. Mais Thomas Sterling, l'homme qui a signé ces ordres, est mort. Les avocats de la défense de Richard érigeront un mur impénétrable de déni plausible. Ils prétendront que Richard n'avait absolument aucune connaissance des agissements de son père. Ils prétendront que ton grand-père a falsifié ce registre. Ils nous entraîneront dans des procédures d'appel pendant une décennie jusqu'à ce que tu sois à court d'argent. Une vague de désespoir écrasant m'envahit. J'avais survécu à l'orphelinat. J'avais survécu à la pluie glaciale sur la montagne. J'avais trouvé le saint Graal des preuves pour finalement être vaincu par un calendrier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse s'en tirer parce qu'il l'a caché assez longtemps? Non, dit Catherine, un sourire prédateur et perçant se dessinant lentement sur son visage. On ne le poursuit pas pour les crimes de son père dans le passé. On le poursuit pour ses propres crimes dans le présent. Je fronçais les sourcils, perplexe. Quel crime? La dissimulation, intervint Fiona, qui avait saisi le sens de ses propos, les yeux brillants. Si Richard Sterling tente activement de vous spolier de vos terres en ce moment même, spécifiquement pour dissimuler un crime et enterrer des preuves, il s'agit d'une conspiration criminelle en cours. C'est de la fraude électronique. C'est de l'extorsion. C'est une obstruction à la justice. Exactement, acquiesça Catherine en se levant et en commençant à arpenter la pièce. On ne peut pas prouver qu'il était au courant du déversement il y a 30 ans. Mais si on peut prouver qu'il en a connaissance aujourd'hui et qu'il prend des mesures coercitives illégales pour te réduire au silence et détruire le site, on n'a pas besoin de l'EPA, on a besoin du FBI. Comment prouver ce qu'il a en tête? Demandai-je. On lui tend un piège, dit Catherine en s'arrêtant à la fenêtre pour contempler la ville. Tu joues une dernière fois le rôle de l'orpheline désespérée et affamée. Tu appelles son avocat. Tu leur dis que tu es gelé, que tu as faim et que tu as craqué. Tu leur dis que tu acceptes ces maudits 500 $. Mais tu insistes pour qu'ils te rejoignent sur place pour signer les papiers. Tu fais venir Richard à la montagne. Et puis j'ai demandé, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Et puis, Catherine s'est tournée vers moi. On s'assure qu'il parle. On a besoin qu'il jubile. On a besoin qu'il admette devant la caméra qu'il sait exactement ce qui est enterré sous cet éboulement. On le pousse jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne qui sépare une transaction immobilière louche d'une extorsion pure et simple. Fiona a fouillé dans sa maillette en cuir et en a sorti un lourd téléphone satellite noir sécurisé. J'ai encore beaucoup d'amis au bureau depuis l'époque où je travaillais à l'EPA. Plus précisément, un agent spécial nommé Michael Donovan, qui dirige la division de la criminalité en col blanc depuis le bureau régional. Ça fait 5 ans qu'il essaye de coincer les Sterling. « Appelle-le », ordonna Catherine. Elle me regarda.
ses yeux bleus brillants d'une intensité terrifiante et palpitante. On va te mettre sur écoute, Arthur. On va envoyer une équipe d'intervention dans ces bois. Mais quand tu te retrouveras face à face avec Richard Sterling, tu seras seul. C'est à toi de le faire craquer. C'est à toi de le faire avouer. Si tu échoues, s'il s'en tire sans dire ce qu'il faut, il achèvera de détruire la montagne et il gagnera. Je regardais le registre, dont le cuir avait été lissé par les mains de mon grand-père. Je regardais la barre d'argent, symbole d'un homme qui avait sacrifié sa santé mentale et sa vie pour construire une arme destinée à un petit-fils qu'il n'avait même pas pu élever. Je repensais à l'odeur de l'eau de Javel industrielle qui avait fait fuir Jude et au rictus arrogant sur le visage de Richard Sterling lorsqu'il m'avait jeté ce chèque. Organisez tout ça, dis-je, la voix durcie comme de l'acier. Je vous donnerai vos aveux. Ruinons-le. La pluie était revenue à Blackwood Ridge, transformant l'air en une brume glaciale et misérable. Je me tenais au pied de l'énorme éboulis rocheux qui dissimulait le bunker de mon grand-père, vêtu de mes vieux habits humides par-dessus le matériel d'écoute fédéral de pointe solidement scotché à ma poitrine. Caché dans la dense végétation au-dessus de moi, parfaitement camouflé dans les broussailles mouillées, se trouvait l'agent spécial Michael Donovan du FBI, Fiona Harrison et une équipe tactique lourdement armée. Catherine Cole écoutait depuis un fourgon de commandement garé à 5 km sur l'autoroute. J'étais complètement seul dans la clairière, tremblante, en partie à cause du froid, mais surtout à cause de l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Le crissement des pneus lourds sur le gravier rompit le silence. Un Range Rover noir et élégant remontait lentement le chemin de terre traître, ses phares fendant le brouillard gris. Il se gara à quelques mètres de là, et 3 hommes descendirent dans la boue. Le premier était Theodore Higgins, l'avocat en sueur, serrant contre sa poitrine une maillette imperméable comme un bouclier. Vint ensuite un homme massif, au cou épais, vêtu d'une veste en cuir moulante. Un colosse. Enfin, Richard Sterling sortit. Il portait un manteau en cachemire de luxe, tenait un grand parapluie de golf et regardait le terrain boueux avec un dégoût absolu. « Pendleton » lança Sterling, la voix dégoulinante de condescendance alors qu'il s'approchait du mur de pierre. « Je vois que la réalité a fini par s'imposer. Je vous avais dit que vous ne tiendriez pas 2 jours ici. Tu as l'air à moitié mort. J'ai froid, monsieur. » « Sterling, dis-je en gardant la voix tremblante, jouant parfaitement mon rôle. Je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté l'orphelinat. Je signerai l'acte. Donnez-moi juste le chèque. » Sterling ricana, un son sombre et cruel. Il claqua des doigts et Higgins se précipita vers lui, sortant un document juridique de sa mallette. Il me le tendit avec un stylo. « Signe sur la ligne pointillée, gamin, » dit Sterling. « Et comme tu m'as fait faire tout ce trajet jusqu'à ce misérable tasse de terre sous la pluie, le prix a baissé. Je te donne 200 $. C'est à prendre ou à laisser. » Je baissai les yeux vers le papier, puis je levai les yeux vers Sterling, abandonnant complètement mon numéro d'orphelin tremblant. Je me redressai, ma voix perdant son tremblement fin. 200 $, ça me semble un peu maigre pour une décharge de déchets toxiques, Richard, ai-je dit d'un ton calme. Le silence qui s'ensuivit fut total. Le seul bruit était le crépitement de la pluie sur le parapluie de Sterling. Le sourire suffisant se figea sur son visage, puis s'évanouit lentement, remplacé par un regard de pure stupéfaction calculatrice. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » murmura Sterling. Je fis un pas en avant. C'est plutôt bon marché pour le site de décharge de benzène et de trichloroéthylène de Vanguard Industries, celui qui a empoisonné la nappe phréatique de la ville, celui qui a tué mes parents. Higgins poussa un petit cri pathétique et recula d'un pas. Le garde du corps au cou épais fit craquer ses doigts, attendant un ordre de Sterling. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, petit rat des rues, » siffla Sterling, perdant son sang-froid. « Ton grand-père était un fou. Il n'y a rien d'autre ici que des rochers. »« Alors pourquoi es-tu ici, Richard ?» le provoquai-je. « Si ce ne sont que des rochers, pourquoi tant de précipitations? » « Je vais te dire pourquoi. Parce que mon grand-père ne m'a pas seulement laissé cette erreur, il m'a laissé son bunker. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé le registre. J'ai trouvé les signatures que toi et ton père avez apposées sur les bordereaux de décharge. Je sais tout. » Le visage de Sterling devint blanc comme de la craie. Son regard se perdit frénétiquement dans la clairière déserte. Il comprit en une fraction de seconde que tout son empire, sa liberté, son héritage, tout cela ne tenait qu'à un fil, tenu par un gamin de 18 ans qu'il avait pris pour un moins que rien. Le masque de l'homme d'affaires civilisé tomba complètement, révélant le monstre qui se cachait dessous. Griggs. Sterling aboya sur son garde du corps, la voix tremblante de rage meurtrière. « Casse-lui les jambes, jette-le dans le ravin
puis falsifie sa signature sur ce maudit acte de propriété. Personne ne remarquera la disparition d'un orphelin sans abri. Je ne vais pas perdre mon entreprise à cause d'un vieil homme mort et d'un gamin morveux. Vous avez bien compris, Agent Donovan. Je l'ai dit clairement, en fixant Sterling droit dans les yeux. Sterling se figea. À qui parlez-vous? FBI. Que personne ne bouge. La forêt explosa. C'était comme de la magie. Une seconde auparavant, les bois étaient vides. L'instant d'après, une douzaine d'agents fédéraux en tenue d'intervention, leurs viseurs laser braqués directement sur la poitrine de Sterling, dévalèrent le talus boueux, les mains bien en vue. Lâchez le parapluie. À terre! Rugit l'agent Donovan en armant le chien de son fusil. Griggs, le garde du corps, tomba immédiatement à genoux, les mains en l'air. Higgins lâcha sa mallette et se mit à sangloter de manière hystérique dans la boue, hurlant « Je témoignerai, je vous dirai tout. C'est lui qui m'a forcé à le faire. » Richard Sterling resta figé, le parapluie de golf hors de prix glissant de ses doigts pour rouler dans la boue. Il regarda les viseurs laser qui balayaient son manteau en cachemire. Puis il me regarda. La terreur absolue dans ses yeux était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Alors que l'agent Donovan plaquait Sterling face contre le capot du Range Rover et lui passait les lourdes menottes en acier au poignet, Sterling me fixa du regard. « Tu n'es rien. » Sterling hurla, la voix brisée, tandis que les agents l'entraînaient. « Tu n'es personne. Tu n'es qu'une ordure de Saint-Jude. » C'est moi qui m'approchais de lui, la pluie emportant les derniers résidus de boue de mon visage. « Je m'appelle Arthur Pendleton, » dis-je doucement, en m'assurant qu'il entendait chaque mot. « Et je viens d'acheter ta ville. » Les retombées furent gigantesques. Le registre fourni par Catherine Cole déclencha une enquête fédérale de grande envergure. Vanguard Industries fut immédiatement fermé par l'EPA. Richard Sterling fut inculpé de 47 chefs d'accusation pour fraude environnementale, complot et racket. Le recours collectif qui s'ensuivit, représentant les familles de l'Est de la ville, liquida complètement la fortune de la famille Sterling. Je n'ai pas conservé le terrain de Blackwood Ridge comme un bunker secret. En collaboration avec Fiona Harrison, j'ai utilisé la fortune que mon grand-père m'avait laissée, l'or, l'argent et les millions que j'ai finalement gagnés dans le cadre du règlement avec Vanguard, pour creuser la grotte en toute sécurité et entamer un vaste nettoyage environnemental de l'aquifère. Mon premier achat immobilier n'était ni un manoir ni une voiture de sport. J'ai acheté le foyer Saint-Jude pour garçons. J'ai renvoyé Mme Beatrix Gable sur le champ. J'ai entièrement rénové les lieux et je les ai transformés en une académie ultramoderne et un refuge pour les enfants placés en famille d'accueil, entièrement financé par la Fondation Pendleton. On m'a dit que j'avais hérité d'un tas de pierres sans valeur. On m'a dit que j'étais un moins que rien sans avenir. Mais sous la saleté et l'obscurité, mon grand-père avait enterré la vérité. Il avait enterré une arme, et le moment venu, je ne m'en suis pas contenté de m'en servir pour me sauver moi-même. Je m'en suis servi pour changer le monde. La vie nous distribue rarement une main équitable, mais l'histoire d'Arthur prouve que la véritable valeur se cache souvent sous la surface. Il est passé du statut d'orphelin rejeté et sans-abri, tremblant sous la pluie, à celui d'un homme qui possédait le courage et les moyens de renverser un empire corrompu. C'est un rappel puissant que les choses que la société qualifie d'inutiles, qu'il s'agisse d'un lopin de terre abandonné ou d'un individu ignoré, recèlent souvent le plus grand pouvoir de créer un changement profond. Nous avons tous un héritage qui attend d'être mis au jour. Parfois, il suffit de creuser dans la boue pour le trouver. Si l'incroyable parcours d'Arthur, marqué par la résilience, de justice et de révélation de vérité cachée vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle de ne jamais abandonner. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables tirées de la vie réelle, celles de personnes qui se battent contre l'adversité.